sur un social club, Frédéric Tadei. Bienvenue dans le Social Club, un Social Club où l'on retrouve aujourd'hui Isabelle Sarfati, qui est chirurgienne esthétique et qui est l'auteur d'Histoire plastique, Tony Gatliff et Daphné Patakia pour le film Jam, Mélanie de Biasio, dont l'album Lilies est extraordinaire, et Diane Ducré pour son nouveau livre La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose. Et l'on commence avec Isabelle Sarfati. Isabelle Sarfati, vous exercez donc la chirurgie esthétique à Paris depuis une trentaine d'années et vous racontez tout dans Histoire plastique qui vient de paraître chez Stock. Ce qui rend votre livre très drôle, c'est que vous êtes vous-même une adepte de la chirurgie. Pour vous-même, vous assumez complètement avoir besoin de vous modifier, comme vous dites. Oui. Je pense paradoxalement que les gens qui acceptent de se modifier pour se sentir mieux dans leur peau sont peut-être moins narcissiques que les autres. Oui, parce que vous avouez, en plus, oui, déjà. Il y a un truc qui me plaît pas. Je fais un compromis, je transige, j'assume ce que je dois assumer, je modifie ce que je peux modifier, et je suis pas aussi attachée à une forme de fidélité à moi-même, comme si c'était intouchable. Alors vous, je le dis pour tous ceux qui écoutent la radio en ce moment, vous ne ressemblez pas du tout à ce qu'on vous appelez vous-même les victimes consentantes de la chirurgie esthétique, celles qui en abusent et deviennent de véritables contre-publicités pour votre discipline. Les lèvres de Mérou, les pommettes trop gonflées, les excès de botox, les expressions figées, les seins disproportionnés, tout ça, ça n'est pas pour vous. Vous ressemblez effectivement à une femme complètement naturelle. Mais les victimes dont vous parlez, quand elles viennent chez vous, est-ce que vous les acceptez ? Oui, je suis pas là pour juger et pour faire le tri. Je suis là pour aider quelqu'un avec son apparence, avec son image. Je fais de la chirurgie de l'image. Et si la demande est sincère et authentique, si la personne veut réellement ce qu'elle me demande, si je ne porte pas de préjudice à sa santé et que je pense sincèrement qu'elle sera contente du résultat, je suis pas là pour qu'elle me ressemble. Mais en même temps, quand vous le dites vous-même, quand on les prend en charge, quels que soient les patients, vous dites on en devient responsable. Obligatoirement. Et donc quelqu'un chez qui il y a une espèce d'accumulation comme ça, on sait bien qu'à la fin, de toute façon, tout le monde va se dire oh là là, quel mauvais chirurgien esthétique elle doit avoir. Oui, mais le fait que je me fasse de la contre-publicité n'est pas une bonne raison pour ne pas aider quelqu'un. C'est une raison, de temps en temps je me dis c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen pour qu'elle ne donne pas mon nom si on demande qui a fait ça. Vous dites elle, mais il y a de plus en plus d'hommes qui sont dans le même cas. C'est exact, il se trouve que je parle de moi et que moi actuellement je suis installé dans un truc qui s'appelle l'Institut du Sein et qu'à l'Institut du Sein je vois essentiellement des femmes, donc effectivement je me trompe pourquoi. Beaucoup. Effectivement. Vous-même, vous n'avez jamais eu peur de devenir une victime consentante ? Je suis terrifiée et je suis pas absolument persuadée d'y échapper, c'est-à-dire que je sais que à partir d'un certain moment, je peux pas dire à quel moment c'est, pour l'instant je contrôle les choses, à partir d'un certain moment, j'aurai le choix entre accepter ou dépasser mon but. Il n'y aura pas de possibilité, enfin les choses vont peut-être changer, les technologies vont peut-être changer, mais c'est un risque et quelquefois le défaut dont on cherche à se débarrasser nous fait plus peur que ce à quoi on pourrait ressembler. Et donc, je peux comprendre. Vous-même, vous racontez que vous avez voulu des prothèses de seins trop grosses pour votre première mammoplastie, ce qui a donné une cascade de revirements par la suite, dont votre mari, vos enfants, évidemment, étaient les témoins. Et vous-même, j'ai l'impression que ça vous a occupé pendant pas mal de temps. Oui, j'ai fait l'expérience de l'opposé d'un complexe, et peut-être aussi un complexe. Et que c'est pas forcément l'idéal, n'est pas forcément ce qu'on cherche. Je trouve que dans mon cas,
j'avais une poitrine qui me plaisait beaucoup quand j'avais 20 ans. Et puis, après mes grossesses, j'avais perdu un peu de volume et j'étais assez nostalgique de ce que c'était avant. Je me suis fait opérer et je me suis dit, quitte à y aller, je vais viser l'idéal. Et j'ai mis des prothèses un tout petit peu trop volumineuses et je me suis retrouvée avec des seins, mais alors absolument magnifiques, mais je pouvais plus m'habiller comme avant. C'est-à-dire que moi j'avais l'habitude de mettre un débardeur, un jean, mais avec un débardeur, c'était pas possible, j'étais indécente et j'avais l'impression que j'étais une fille avec des prothèses. Et donc j'ai eu besoin effectivement de réduire la taille de mes prothèses. Ça a donné combien d'interventions par la suite ? J'ai dû me faire opérer 3 ou 4 fois des seins. Et encore, c'est parce que vous n'étiez pas compétente, parce que vous dites vous-même qu'avoir des prothèses mammaires, ça nécessite de la maintenance. C'est vrai des prothèses mammaires, mais c'est vrai aussi d'une prothèse de hanche, d'une valve cardiaque. Ça ne concerne pas que les prothèses mammaires. À partir du moment où le corps humain cohabite avec un implant, il y a la surveillance du corps humain et la surveillance de l'implant, et les durées de vie des deux ne sont pas forcément pareilles. Vous avez aussi, alors vous le racontez dans le détail, et c'est à mourir de rire, une opération des yeux, vous en ressortez avec d'énormes cocards. Qu'est-ce que vous dites à vos patientes le lendemain ? Parce que vous continuez d'exercer, vous recevez des patientes et elles vous voient avec un visage, on a l'impression qu'on vous a passé un tabac. Dans mon cas, c'est assez vendeur, finalement. C'est-à-dire, je me suis fait opérer des paupières. Je me regarde, oh, mon Dieu, c'est terrible. Et puis, à la fin de la consultation, elle me dit, vous pouvez me donner le nom de la personne qui vous a opéré, s'il vous plaît ? Je me dis que si je consomme, c'est qu'a priori, je fais confiance et que je suis contente. Et j'ai l'air tellement ravie. Moi, ça m'euforise beaucoup. Ce que j'allais vous dire, c'est pas de la publicité pour vous-même, c'est de la publicité pour ceux qui vous ont opéré. En fait. C'est de la publicité pour la chirurgie plastique. Oui. D'une certaine manière. Vous racontez que chez vous, il faut absolument pas que vous paniquiez. Vous avez une tête pas possible, mais surtout ne rien montrer, parce que si vous paniquez, votre famille va paniquer. C'est vrai de moi, c'est vrai aussi de tous les patients qui se font opérer. Il y a quelque chose de très transgressif à se faire opérer, à aller au bloc opératoire quand on est en bonne santé. L'entourage, a priori, est contre, et c'est plutôt sain qu'il soit contre. L'entourage, son rôle, c'est de dire, moi je t'aime comme ça, et je t'aimerai pas plus avec 2 mm de peau en moins et en plus. D'ailleurs, vous ne prévenez jamais votre famille, vos parents, vos enfants, vous leur dites jamais rien. Non. Non, parce que prévenir quelqu'un, c'est lui demander son avis, d'une certaine manière. Or, je veux pas qu'ils se sentent caution ou complice de mes choix. Donc j'annonce en partant le matin, bon voilà, je reviens tout à l'heure, mais je vous préviens, je vais me faire opérer histoire de ne pas les choquer. Et après, si je panique, c'est-à-dire si je me regarde devant la glace en disant « Mon Dieu, c'est terrible, je suis défigurée, etc. » Mais c'est la panique à la maison pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde me regarde, voilà, on te l'avait bien dit, tu vas être défiguré. Et c'est un peu difficile à porter, donc il faut porter beau quand on est très laid après une intervention de chirurgie plastique. Vous essayez sur vous tous les produits que vous utilisez sur les autres. Vos plus mauvais souvenirs sont ceux que vous racontez dans le livre ? Pas forcément. Je raconte dans le livre à un moment que je m'injecte en quittant mon bureau un peu rapidement les lèvres avec un nouveau produit et que je pars en week-end et que je prends le train, je prends le taxi, je m'endors, je suis absolument épuisée, donc j'ai une tête de fille épuisée après un voyage. Et j'arrive à l'hôtel et je vois dans le miroir de l'hôtel une pétasse. Truc avec des lèvres de Mérou, elle a l'air d'une bimbo, etc. Je me demande quelle est cette affligeante victime de la chirurgie plastique et je réalise que c'est moi. Et là, mais narcissiquement, c'est horrible. Parce que, indépendamment du fait que je me trouve affreuse, je vais voir des amis qui savent que c'est mon métier et alors ça va être terrible. Et en fait, ils ont été adorables parce que j'étais tellement déprimée qu'ils n'ont pas osé en rajouter. Et plus ils me disaient t'inquiète pas, ça va aller, plus je me dis ça doit être terrible. Ça doit être horrible pour qu'ils ne se moquent pas de moi, ça doit être terrible. Et vous racontez d'ailleurs que pendant tout le week-end, vous avez envie de vous mettre un écriteau en disant je sais, c'est horrible, ça passera lundi. Histoire plastique, ça vient de paraître chez Stock. On en reparlera en fin d'émission, Isabelle Sarfati. Europe 1 Social Club, Frédéric Tadei.
Tony Gatliff, vous êtes le réalisateur de Rue du Départ, de La Chaudrome, de Gadjodilo, de Swing. Je n'avais pas pu vous recevoir pour la sortie en salle de votre dernier film, Jam. C'était au début du mois d'août. L'émission était en vacances. Or, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Je profite donc de sa sortie en DVD pour vous recevoir aujourd'hui, vous et Daphné Patakia, qui en est la fascinante interprète et la révélation. Vous êtes, j'ai l'impression, l'un des derniers à vouloir faire encore du cinéma au sens noble du terme. Beaucoup aujourd'hui se contentent de faire des films, voire même des téléfilms. Est-ce que vous vous sentez un peu comme un dinosaure? J'aime bien, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire il y a du cinéma et il y a des films. Et les films sont partout, sont sur Internet, tout le monde fait des films. Même les amateurs, tout le monde fait des films. Le facteur, le pharmacien, tout le monde fait des films. Mais le cinéma, c'est quand même un art. C'est un art des sentiments et des idées du monde de nouveau, du monde d'aujourd'hui, quoi. Et donc c'est très important pour moi, la notion cinéma, ça veut dire film. Et l'écriture cinéma, elle est à part, elle n'existe nulle part. Elle n'existe pas dans les livres, elle n'existe pas dans autre chose, dans aucun art que dans le cinéma. Et pour moi, c'est très important la notion de cinéma. Le cinéma, depuis le début, dans la création du cinéma, on disait que le cinéma reste à faire. Dans les Lumières, quand ils l'ont inventé, c'était de dire que le cinéma reste à inventer, reste à faire. Mais le cinéma aujourd'hui, à notre époque maintenant, il reste toujours à faire. Il reste toujours à faire parce que c'est pas encore ça, le cinéma. Alors j'ai envie de vous demander où l'avez-vous trouvé en parlant de Daphné Patakia, qui, je le disais, est la révélation de ce film, qui est absolument incroyable et qui est assise à côté de vous. D'où sort-elle? J'avais vraiment du mal, parce que quand on écrit, on est libre, on est sauvage, on est personne. Moi, je suis réalisateur, producteur, donc je suis complètement autonome. Et donc quand j'écris un personnage comme celui de Daphné, comme celui de Jam, je mets tout et je mets des choses qui sont absolument aberrantes, impossibles à trouver pour un acteur après en chair qui peut interpréter ce que j'écris. Donc, et au moment de le trouver, c'est comme chercher de l'eau dans le désert. Tellement il n'y en a pas, il n'y a pas d'acteurs qui vont vous dire ouais, je suis votre rôle. Et donc Daphné, c'est vraiment un hasard que je l'ai trouvé parmi, je sais pas, plein de pays où j'ai été faire des castings, la Belgique, la Grèce, la Turquie, en France, partout. Et donc à un moment, elle est arrivée vraiment comme tombée du ciel. Alors Jam, c'est l'histoire d'une jeune grecque qui est envoyée à Istanbul par son oncle pour trouver la pièce qui réparera son bateau. Là-bas, elle prend sous son aile une jeune Française perdue, sans argent, et la ramène en Grèce, dans l'île de Mytilène, difficilement d'ailleurs, parce qu'il y a la grève générale. Vous jouez le rôle de cette jeune grecque, Daphné. Vous-même, vous êtes grecque d'origine, et il vous a trouvé en Belgique, je crois. Hein. C'est ça. Vous avez grandi. Je suis grecque, mes deux parents sont grecs, mais j'ai grandi en Belgique, et c'est là que Tony m'a trouvé. J'ai eu la chance parce que j'avais un atout par rapport aux autres comédiennes de pouvoir parler les deux langues. Le grec, le français, le grec mais aussi le français, l'anglais et un peu le turc, puisque mon grand-père était turc, migrant lui-même. Il est venu de Turquie en Grèce en 1922 avec l'échange de population. Mais quand j'ai rencontré Tony, il m'a demandé si je pouvais chanter. Puisqu'il y a beaucoup de... Vous chantez, vous dansez, Mais je savais rien faire de tout ça. Je savais ni danser, ni chanter, ni jouer le baglama, l'instrument grec que Jam joue. Pour jouer du rebetiko? Oui, je savais rien faire de tout ça. La danse du ventre, vous ne saviez pas non plus? La danse du ventre, je savais pas non plus. Et Tony m'a demandé, puisque tu sais pas faire tout ça, est-ce que tu peux juste marcher? J'ai marché et c'est comme ça qu'il m'a confié le rôle, en me disant plus tard que c'est parce que je marchais comme Charlie Chaplin. Alors c'est vrai que vous marchez un peu comme Charlie Chaplin. Merci. Vous êtes fascinante dans ce film. Oui. Tony Gatliff, j'ai l'impression que la morale de ce film, c'est que la culture, c'est ce qui reste, non pas quand on a tout oublié, mais quand on a tout perdu. Exact, oui. C'est un peu ce qui se passe quand on part en exil. Moi, enfant, parti en exil d'Algérie en 1962. Et après, plus tard, j'ai connu d'autres exils énormes. Et donc c'est ça, quand on a tout laissé, c'est à ce moment-là qu'arrive où on a sa propre culture qui sort, parce qu'on en a besoin. C'est comme on ne peut pas amener la terre, on ne peut pas amener les souvenirs, on ne peut pas amener la route, le paysage. Et donc on amène la culture. Et c'est la culture qui fait que tout le monde, quand ils sont quelque part, rejetés ou pas, ou acceptés dans un pays loin, c'est cette culture qui fait qu'ils retrouvent la racine. Et la culture, c'est très important.
Mais si les Français demain devaient quitter ce pays, émigrer, comme ça nous est arrivé par le passé, j'ai l'impression qu'on ne saurait plus jouer de la musique, on ne saurait plus danser, on ne saurait plus chanter. Les Grecs savent encore, les Serbes aussi savent, mais il me semble que ce sont les derniers en Europe qui savent encore tout ça. Et alors je ne sais pas ce qui fait que dans certains peuples on continue et d'autres on a laissé tomber, on a délégué ça à des artistes professionnels qui chantent, qui dansent pour nous au fond. Mais au départ, en France, tout le monde chantait dans les années 20, avant même, tout le monde chantait. Après, c'est les chants, le chant, la java, tout ça. Après, c'est parti. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens chantent pas. Daphné, vous-même, vous êtes née de parents grecs, mais vous avez grandi en Belgique. Est-ce que vous considérez comme une exilée ? Oui, mais une exilée de luxe, puisque j'ai eu le choix. Mes parents, en tout cas, ont eu le choix de s'exiler. Mais je comprends ce que c'est l'exil, ce que c'est la nostalgie du pays d'origine. C'est quelque chose que je peux comprendre. Après, je me sens ni grecque, ni belge, vraiment. Je me sens vraiment européenne. La tendance en ce moment au cinéma notamment est aux héroïnes violentes qui parlent un langage de charretier. Et Jam, c'est pas du tout ça. Non. Parce que Jam, c'est un personnage. Elle exprime un personnage d'aujourd'hui qui est prise entre la politique, prise entre toutes les douleurs qu'il y a, et aussi elle aussi rappelle tout ce qui s'est passé il y a 2 ans dans mon quartier, le 11e arrondissement avec le Bataclan et tout ça. Cette époque-là n'est pas une époque de n'importe quoi, c'est une époque très très importante qui va être aussi amenée dans le film, être liée avec son personnage. Et donc quand son personnage va rencontrer tous les migrants qui sont partis de Syrie, de partout d'Orient. Elle rencontre leurs traces, mais elle ne les voit jamais. Oui, c'est ça. Et donc son personnage est un personnage important. Pour moi, c'est un personnage important parce que elle veut dire des belles choses. Et je voulais absolument la montrer comme une femme moderne, aujourd'hui libre, qui dit ce qu'elle veut, qui fait ce qu'elle veut, et qu'elle ne tient de compte à personne. Et donc c'est un personnage qui est très fort. Il fallait que ce soit très fort et qu'elle soit pas comme ça moderne avec un langage un peu charretier, comme on dit, ou de la rue. J'en fais rien à faire de ça. Mais qu'elle soit un personnage qui parle. Il parle de notre époque et de la liberté de notre époque par rapport à ce qu'on fait aux femmes. La seule fois où elle risque de devenir violente, c'est face aux huissiers qui viennent saisir le restaurant de son oncle, qui est joué par Simon Abkarian. Jam, à ce moment-là, leur hurle qu'ils ont volé l'espoir de toute une génération de jeunes. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, bien sûr. C'est une des raisons pour laquelle je suis partie de la Grèce il y a 2 ans pour venir en France. À cause de la crise, parce que ma génération, c'est une génération qui est détruite en quelque sorte, parce qu'elle ne peut plus espérer. On a la crise migratoire en Grèce, mais aussi une migration des Grecs vers les autres pays de l'Europe du Nord, aussi grande que celle des années 50, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à cause de ce manque d'espoir. C'est une génération... Le chemin qu'elle fait à pied avec cette jeune Française qu'elle a rencontrée à Istanbul, donc entre la Turquie et la Grèce, et l'île de Mytilène où elle vit avec son oncle, c'est le chemin que font un grand nombre de migrants entre la Turquie et l'Europe. On voit la gare de Didi Moticcio, je l'ai bien prononcé. Voilà, qui est une gare par laquelle passe un très très grand nombre de migrants. On voit aussi cette espèce de cimetière de gilets de sauvetage. Est-ce qu'il existe vraiment ce cimetière avec tous ces gilets de sauvetage abandonnés après qu'ils aient réussi ou pas la traversée? Parce qu'on peut aussi arriver avec un gilet de sauvetage et être déjà mort. Absolument. Moi, c'est que ce qui m'a vraiment peiné dans tout ça, c'est que je devais faire un film entre la Turquie et la Grèce pour parler du rebetiko, pour parler de l'immigration. Le rebetiko, c'est ces chansons grecques qui racontent quoi d'ailleurs? Qui racontent l'histoire de l'exil grec chassé de Turquie depuis 1922 et que j'aimais énormément parce que c'est un art, c'est un peu un art, c'est un peu révoltant comme culture, comme chant et tout ça. Donc j'aimais beaucoup cette façon de chanter, cette façon d'exister comme ça, comme les Grecs. Et donc
je devais faire un film là-dessus et donc partir faire la route. Et puis petit à petit, pendant que j'écrivais dans mon 11e arrondissement, il y a des choses qui arrivaient à moi, comme par exemple ces tueries dans les bars qui sont mes bars, les bars où je vais un peu partout. Le Bataclan, c'est là où je vais en concert. Et donc il y a quelque chose qui pour parler de l'humanité, qui complètement me gênait, qui me faisait froid dans le dos, qui me donnait plus envie de faire des films, plus envie d'écrire pour parler des gens. Et donc après, au bout de je sais pas combien de temps, au bout de 3 à 4 mois, j'ai recommencé à faire, parce que mon histoire elle était importante, et là je tombe sur la marche des Syriens, la marche des migrants qui partaient de Turquie et qui traversaient la petite mer de 8 km pour aller à Mytilène, et c'est des milliers et des milliers de gens que je voyais des fois à la télé, sur mon portable, et tout ça. Et donc, j'avais quelque chose qui me gênait, me disant, mais quoi, moi je vais faire un film sur l'immigration grecque, et là, tout d'un coup, je me retrouve avec une histoire incroyable d'humanité. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'ai décidé de faire mon film quand même, et de ne jamais montrer les migrants. Parce que de montrer les migrants, ça aurait été quelque chose d'indécent. Ça aurait été quelque chose de l'émotion facile, vous voyez. C'est des gens qui font des trucs avec des émotions faciles. Et donc, moi, comme cinéaste, je n'avais pas envie de toucher à ça. Donc, j'ai fait que dire, ok, je vais faire mon film avec la même route, mais je vais essayer de pas montrer, je vais essayer de montrer plutôt les traces des gens. Et j'ai montré les traces. Et quand je suis arrivé à la Mytilène exactement, quand je me suis trouvé devant la montagne de gilets de sauvetage qui est immense. Vous savez, vous êtes tout petit comme ça et la montagne est immense. Et c'est que des gens qui ont mis ça pour traverser la mer. Et finalement, des fois, ils ne l'ont jamais traversé. Là, c'est quelque chose qui m'a fait penser à Auschwitz. Parce qu'il y avait un silence de nous, on était 10 personnes dans mon équipe qui étaient en repérage, et là je me suis retrouvé dans un silence, dans ce bord de mer, que le vent qui siffle et tout, ça avait quelque chose d'angoissant et de terriblement inhumain, exactement comme quand on visite Auschwitz, à un moment où vous êtes complètement désarmé devant l'horreur de ça. Jam, ça vient de sortir en DVD, c'est le nouveau film de Tony Gatliff. Europe 1 Social Club. Mélanie De Biasio, vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous êtes belge, vous êtes né à Charleroi. En octobre, vous avez sorti votre 3e album, Lilies, qui mélange jazz, trip-hop, cold wave, blues. Un album qui s'est un peu éloigné des sonorités jazz auxquelles vous nous aviez habitués. Vous allez vers la pop. Je sais pas. Vous vous rendez pas compte? Vous analysez pas du tout le... J'essaie d'aller à l'épure, c'est tout. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de cet album, Gold Junkies.
Mélanie de Biasio, vous êtes... Super jolie voix. C'est Béatrice Ah Dalle. ouais. Vous êtes une idole pour beaucoup de gens, pour Béatrice Dalle, pour moi, mais aussi bien des grands du jazz, de la pop ou de l'électro. Plusieurs grands producteurs voulaient faire ce disque avec vous. Vous avez préféré le faire seul, sans maison de disque pour vous influencer, à votre rythme, sans beaucoup d'argent, donc sans équipement sophistiqué. On peut faire un disque aussi magnifique que celui-là avec quasiment rien aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que pour l'expérience que je voulais faire, c'était revenir dans la bouche. Et comprendre ce qu'il y avait dans toutes les sonorités qu'une bouche et toute la résonance qu'une bouche peut réveiller, peut éveiller. Donc j'avais besoin de faire ça en intimité complète. Et puis c'est vrai que quelque part avoir un super beau studio organisé par la maison de disques, etc. Pour moi, ça n'était absolument pas adéquat parce que déjà j'aime pas travailler sur commande et j'aime surtout me surprendre moi-même, et donc pour ça je dois vraiment essayer d'avoir de moins de personnes autour. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai restreint le cadre, et le fait de restreindre le cadre, ça m'a permis de profondément pénétrer ce cadre. Et comment ça se passe ensuite sur scène ? Ce qui est intéressant sur scène, c'est quand je monte sur scène, je ne sais jamais ce qui va s'y passer. Donc je fais des créations instantanées sur base d'une playlist que j'écris pas beaucoup avant. Mais surtout, les chansons sont là pour rythmer le développement du concert, mais ça reste une création créée sur le moment même. Donc voilà, tout ça, et ce qui est beau, c'est que je m'ennuierai jamais dans la vie, vu que chaque soir est une création éphémère, instantanée, où je suis sur le fil et en même temps j'ai rien à perdre, j'ai juste à gagner le vivant, et donc je pense que j'ai tout à gagner. Il y a rarement des reprises sur vos albums, il y en a une sur celui-ci, c'est Afro Blue, une chanson absolument magnifique. Pourquoi vous avez eu envie de chanter Afro Blue ? Je sais pas, la mélodie, le texte, et puis c'est une chanson que j'avais en tête depuis longtemps en fait. Et j'ai très peu de standards qui me touchent, où je sens que je peux me l'approprier, faire que l'histoire peut être mienne. On écoute un extrait d'Afro Blue. My soul is from Iran, strong on the drum, shades of delight. Go you, rich as the night. Afro blue. For joy, delicate word, shades of delight. Go you, rich as the night. Afro blue. To your lovers manifest with undulating grace, the gently swing and slip away to some secluded place. Shades of delight. Go you, rich as the night. Afro Mélanie de Biasio, vous êtes flûtiste au départ. Oui. Pourquoi vous aviez choisi la flûte ? Parce que je crois que c'était un peu comme là, quand j'étais enfant, je pensais que c'était un peu ma voix d'enfant. Il paraît que vous avez changé de voix totalement au début des années 2000. Vous avez attrapé une infection pulmonaire à Moscou. Vous étiez en tournée, vous vous êtes brisé la voix. Ouais. Il a fallu vous la reconstruire entièrement en hôpital. On a fait une tournée dans les squats russes pendant un mois. Et puis j'étais la seule fille et j'ai distribué tous mes médicaments à tous les copains au début de la tournée.
Et puis à la fin, quand je suis tombée malade, il n'y avait plus rien. Et puis c'était difficile de partir de l'équipe parce qu'on était malade. Même étant un faune, j'avais besoin de donner jusqu'au bout. Et puis j'ai chanté. Même un faune, on trouve une voix. Le problème, c'est que je l'ai déraillé fortement. Et donc j'ai dû me taire pendant très très longtemps et réapprendre, comme quand on se casse, devoir revenir chez le logopède et réapprendre à replacer tout. Et donc ce qui fait que pendant un an, j'ai plus pu vraiment chanter, mais quelque part, ça m'a permis d'entendre tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qu'il y a avant, en fait, le chant, c'est-à-dire le silence. Mais d'où sort cette voix? Elle sort d'une bouche. C'est quoi cette bouche? D'où vient ce corps? Tiens, waouh! Mais qu'est-ce qui... Et je me suis donc posé la question et je me suis intéressée à la chair et surtout à la chair non vivante. Donc la chair qui soit semblait complètement inerte, le souffle, et donc ce corps qui pour moi, encore une fois, est le berceau de la résonance. Et donc aujourd'hui, quand je chante, je me concentre pas sur ce que je chante, mais je porte mon attention sur ma posture et sur qu'est-ce qui respire pas. Tiens, pourquoi ça vit pas? Pourquoi? Et donc j'ai développé une technique de chant qui en fait ne chante pas. Je chante pas quand je m'échauffe. Mélanie de Biasio, vous serez en concert le 4 juin à Paris au Théâtre de l'Odéon. On va écouter un autre extrait de votre nouvel album, Lilies. C'est Your Freedom is the End of Me. Mais celle-ci, on va l'écouter en entier. Oh, new dame, new, how could you go? Twisted, sick, but I'm on the floor. Come rescue me. Tears ain't blood, but oh, how they flow. Reasons bleeding. Tell me no more. Get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control. And then you wander aimlessly. For you, that freedom's your goal, but I'm telling you, your freedom is the end of me. Your freedom is the end of me. Freedom is the end of me. Your freedom is the end of me. Ducking, dodging, stalking, you pray. Such a killer, just another day, no sympathy. No sleep, can't eat, I'm skin and bones. I feel the jones. Please come home, it's getting late. Ain't it enough that you swallow them whole? And at the scene of every crime you leave, I'm an accessory. For you, I see that freedom's your goal, but I'm telling you, your freedom is the end of me.
Freedom is the end of me, un extrait du nouvel album de Mélanie de Biasio, Lilise. Frédéric Tadei vous accueille à l'Europe 1 Social Club. Diane Ducré, vous êtes l'auteur de Femmes de dictateurs qui a été traduit dans 25 langues, mais aussi de Chair interdite ou des Indésirables dont vous étiez venu parler dans cette émission. Aujourd'hui paraît La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose chez Flammarion. C'est un roman, mais l'héroïne est écrivain, elle écrit sur les femmes et si l'on en croit un portrait qui est paru sur vous en dernière page de Libération il y a peu, elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors forcément quand on le lit, on se dit est-ce que, et les questions que je vais pouvoir vous poser sur votre héroïne, est-ce que je vais dire vous, Diane Ducré, ou est-ce que c'est votre héroïne? Est-ce que c'est votre vie que vous nous avez racontée ou pas du tout? C'est un roman, mais largement inspiré en effet de mes expériences personnelles. L'héroïne s'appelle Énaïde, c'est clairement Diane en écriture en miroir. Mais ça a son importance parce qu'en effet, évidemment, c'est en écriture en miroir, c'est-à-dire c'est le double romanesque que j'ai trouvé pour inventer un peu cette forme romanesque, mais en effet qui parle qui est entièrement inspiré d'expériences vraies. Il y a un texte célèbre dans l'histoire de la littérature française au XXe siècle, et de Michel Léris, qui dans De la littérature considérée comme une tauromachie, nous disait que la seule manière finalement pour qu'un écrivain qui fait de la littérature ne fasse pas seulement de ce qu'il appelait des grasses veines de ballerine, pour qu'il sente le risque, qu'il prenne des risques et qu'il sente l'équivalent de la corne acérée du taureau pour le torero, il faut pour cela qu'il raconte la vérité. Est-ce que vous avez eu la volonté, l'envie de raconter la vérité, même si elle est un peu romancée? Et est-ce que vous avez senti en l'écrivant la corne acérée du taureau? Énormément. Pour moi, c'est assez intéressant parce que j'écris soit des livres historiques sur des sujets historiques, donc réels, soit en effet dans mes fictions, j'ai besoin de toucher la vérité. Sinon, j'ai l'impression en effet d'être une ballerine qui aurait perdu son orchestre, qui aurait une salle bancale, c'est-à-dire pour moi, on loupe quelque chose. Et en tout cas, après avoir écrit 6, 7, c'est mon 8e livre, j'avais besoin de dire peut-être une vérité plus personnelle qui est celle qui est du fil rouge de toutes mes œuvres, c'est que finalement la femme de dictateur dont je parlais ou la chair interdite, qui est toujours finalement comme sujet la difficulté pour la femme de trouver sa liberté et l'amour face à la violence, face à la dictature, face à la destruction du désir aussi. C'était moi le fil rouge finalement. Oui, on s'aperçoit que vous avez une vie totalement romanesque, à la fois comique et tragique. Comique parce que vous en sortez, après tout, hein, vous sortez des trafics de drogue de l'ETA auxquels vous ne participez pas. Hein, je vous rassure tout de suite. Merci, j'ai laissé ma voiture garée devant, voilà. Je préférais la retrouver. Mais il se trouve que vous y êtes mêlé dans des circonstances plus ou moins dramatiques, au plasticage, vous avez survécu au salon de piercing et de tatouage d'Ibiza, bien que vous ayez fait un piercing sur la langue une semaine avant votre bac, on peut se dire que c'est quand même là aussi assez comique, même si ça aurait pu être tragique. Oui, c'est vrai. J'ai inventé pour ça une loi. Il y a la loi de l'emmerdement maximum, celle de la loi de Murphy. Moi, j'ai vraiment inventé la loi d'Énaïde. C'est la mienne, tout à fait personnelle. C'est pas la tartine qui tombe côté confiture. C'est vraiment, elle tombe côté confiture quand je suis habillée en blanc, avec des chaussures neuves. Je me fais piquer par une abeille attirée par le sucre. L'ambulance qui m'amène à l'hôpital a un accident de bagnole avec cette voiture conduite par mon ex, et sur le siège passager, sa meuf, nouvelle, super sympa, enceinte et plus jeune que moi. Ça, c'est ce qui m'est un peu arrivé. Ouais, ça c'est votre histoire, c'est Story of Your Life. Mais c'est vrai que... ouais, c'est un peu Story of My Life. Donc, c'est l'histoire... Et en même temps, c'est l'histoire d'une femme qui se fait souvent quitter. Là, dès le début du livre, c'est par téléphone alors qu'elle est en Pologne pour la promo de ses livres. La dernière fois, c'était à l'aéroport de Montréal. Vous l'aviez raconté dans L'homme idéal existe, il est québécois. Et quand on connaît votre beauté et votre intelligence, Diane Ducré, on a un peu de mal à le croire. On se demande si vous ne racontez pas ça pour nous apitoyer. Et en même temps, c'est assez agréable de savoir que les très jolies femmes, même très intelligentes, se font quitter comme tout le monde. Et ben, d'abord, c'est sympa de se faire appeler très jolie femme sur une antenne comme ça. Je voudrais qu'on prenne tous un moment pour profiter de ce compliment. Je vais pas bouder mon plaisir. Mais en fait, oui, ça vous empêche pas de vous faire larguer comme tout le monde. Oui, quoi. Et à l'étranger surtout. Voyez-vous, moi j'ai arrêté de me faire larguer en France. Je trouve que c'est plus chic. À l'aéroport Martin Trudeau ou à Gdansk en Pologne. Voilà, c'est des endroits vraiment pour se faire, pour souffrir, c'est beaucoup mieux. Et en même temps, on s'aperçoit que vous vous êtes fait enfermer, vous avez 18, 19 ans, vous êtes fait enfermer par un maniaco-dépressif qui voulait absolument vous maintenir à la maison et qui à la limite était prêt à vous battre d'ailleurs, et qui vous battait d'ailleurs. À l'époque, on n'appelle pas ça encore un pervers narcissique. C'est un terme très trendy, là encore une nouveauté des années 2000 voire 2010.
C'est vrai que c'est l'histoire d'une jeune fille sur le berceau de laquelle on peut se dire que toutes les meilleures fées se sont penchées quand on la regarde. Finalement, c'était des fées bourrées et elles ont vraiment tout dégueulé dans le berceau, c'est pas possible. Donc c'est une jeune femme qui se fait quitter par ses parents, surtout finalement. Oui, en tout cas, c'est l'abandon c'est ce des qu'on parents. comprend après, en fait. Qui quitte son pays, qui quitte bientôt son corps puisqu'elle est victime d'un accident avec le handicap que j'ai dû affronter pendant une bonne dizaine d'années suite à un accident et une infection nosocomiale. Ensuite, elle rencontre évidemment la drogue. Et alors, ça c'est assez incroyable parce que finalement, lorsqu'on dit que le 21e siècle c'est celui du terrorisme, moi, le 11 septembre 2000, un an avant, j'étais dans ces boîtes de nuit tenues par l'ETA au Pays Basque. À l'époque, il n'y avait pas encore l'Europe, donc la frontière de Biriatou, c'était vraiment la fête de la drogue, des armes et de l'indépendantisme terroriste. Et on fréquentait ces boîtes comme ça qui étaient dans la montagne avec des codes. Musique qui s'appelait la bacalao, musique techno espagnole qui n'existait que là-bas, avec vraiment des rituels. Et la boîte de nuit a pété ce soir-là. En tout cas, après l'heure de fermeture, on était parti dans une autre discothèque. En repassant le matin, on a vu un cratère à la place. Et le lendemain, je suis partie pour Paris et j'ai tout quitté. Je me suis inscrite en Hippocagne où malheureusement, j'ai rencontré en effet une personnalité de type maître à penser qui a été en effet très violent et dont j'ai dû fuir les coups à la fois physique et invisible. Ouais. On découvre également, Diane Ducré, dans ce roman que votre héroïne, vous, donc, est la fille d'une danseuse de cabaret, une stripteaseuse assez fantasque, d'un père qui n'est jamais là, qui vend des avions, des diamants, qui surgit comme ça quand vous avez vraiment besoin de lui d'ailleurs, parce que vous allez devoir vous faire opérer, que l'opération est très 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 chère et que tout à coup, comme par miracle, il a payé l'opération alors que c'est au bout du monde, en Californie, et qui depuis lors, d'après ce que vous racontez dans ce roman, est devenu j'allais dire un islamiste, non, un musulman, mais enfin très rigoriste, que vous appelez même Jean Oussama. Alors est-ce que c'est parce que véritablement c'est le nom qu'il a pris, comme c'est le cas dans le roman, ou c'est vous qui l'avez baptisé comme tel? Non, c'est moi qui l'ai baptisé comme ça. Non, il a un autre nom. Lié à sa conversion, en effet, ouais. Bah, après s'être marié à des jeunes femmes russes et avoir beaucoup aimé la Russie de Poutine et le soviétisme, voilà, maintenant il aime autre chose et il y a trouvé peut-être une autre forme de paix. C'est marrant parce que du coup dans ma famille je trouve il y a une sorte de fuite intérieure qui fait que les êtres ils sont très seuls et qu'on a tous peut-être grandi avec l'impression d'avoir quelqu'un qui nous manque à l'intérieur de soi. Et finalement ce roman c'est comment arriver à guérir cette impression de manque lorsqu'on n'a pas eu ce dont c'était le rôle de nous aimer ou de nous donner peut-être l'estime de soi. Et lorsqu'il y a eu des faux de transmission et qu'on est frappé par la vie à répétition comme ça, comment on fait? Et j'ai l'impression, toujours entre ma mère, quand en effet on aurait appelé ça une traviata, au 19e siècle, et mon père un peu aventurier comme ça, changeant de religion comme de pays, on a l'impression d'une fuite en avant, comme des aventures intérieures, face à 1000 dangers toujours. D'avoir raconté tout ça, vous vous sentez comment maintenant? Écoutez, plutôt pas mal. Mais pas débarrassé pour autant. Non, je me sentais, je crois, libérée avant. J'avais réussi mon envol avant, sinon je l'aurais pas écrit. Je trouve que c'est assez indécent et c'est vrai que c'est une tendance de la littérature actuelle de convoquer le lecteur pour parler de soi et de son nombril et de ne parler que de soi. C'est pour ça que j'ai choisi ce double en miroir parce que finalement c'est un peu l'héroïne romanesque qu'on a tous au fond de soi. On se raconte tous un autre roman, un autre personnage parfois un peu plus héroïque que le nôtre. Et je crois que c'est parce que j'ai réussi à m'en libérer et à rire de tout ça que j'ai eu envie de transmettre cette comédie parce que on en a un peu besoin et de montrer que justement on peut tous se sentir, je crois, très boiteux et fragile souvent. Mais avec un peu de rire et un peu de grâce, on peut se dire finalement est-ce que je suis boiteux ou est-ce que je suis un flamant rose? La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose. C'est le nouveau roman de Diane Ducré qui vient de paraître chez Flammarion. Et la chanson que j'avais envie de vous faire écouter ce soir, c'est Rouge Rouge de Christy Laume. Elle date de 1967. Moi, quand je sens qu'on me regarde, ça y est, je ne peux plus bouger. Et si l'on attend que je parte, d'un seul coup ma gorge est serrée. Rouge, rouge, je vais être toute rouge, rouge. Je me sens toute rouge, rouge. Non, je vais pas le montrer. Non, je vais pas le montrer. Ah, rouge, rouge, elle devient toute rouge, rouge. Elle se sent toute rouge, rouge. Elle veut pas le montrer. Elle veut pas le montrer. Quand un garçon vient me parler,
toute rouge, rouge. Elle se sent toute rouge, rouge. Elle veut pas le montrer. Elle veut pas le montrer. Vraiment, ça ne peut plus durer. Je n'ose même plus sortir. Arrêtez de me regarder. Vous croyez que ça me fait rire? Rouge, rouge, je suis toute rouge, rouge. Je me sens toute rouge, rouge. Mais je vais pas le montrer. Je vais pas le montrer. Rouge, rouge. Elle devient toute rouge, rouge. Elle se sent toute rouge, rouge. Elle veut pas le montrer. Elle veut pas le montrer. C'était Christy Lhomme qui chantait Rouge, rouge. Europe 1 Social Club, Frédéric Tadei. Des histoires plastiques, il y en a encore pas mal dont on n'a pas parlé parce qu'il y en a beaucoup dans ce livre qui vient de paraître chez Stock. Isabelle Sarfati, vous y racontez par exemple qu'aujourd'hui il y a une chirurgie esthétique des organes sexuels. On se fait modifier les petites et les grandes lèvres, blanchir l'anus, allonger ou élargir le pénis, grossir les testicules. Vous pratiquez toutes ces opérations, vous ? Non, moi je suis pas spécialiste de la chirurgie de l'intime. On fait souvent... Il y a beaucoup de chirurgiens qui sont en monospécialité, c'est-à-dire qui sont des hyper spécialistes, et je fais pas de chirurgie de l'intime, moi. Et alors, dans ce livre, vous expliquez que cette chirurgie de l'intime, comme vous dites, en tout cas des organes sexuels, elle serait beaucoup influencée par le porno. Pour avoir des normes esthétiques, il faut avoir un imaginaire commun. Donc, c'est une chirurgie qu'on a vue émerger après le porno sur Canal. Mais c'est peut-être aussi parce qu'avant, on ne savait pas comment s'y prendre. Techniquement ? Oui. Techniquement, c'est une chirurgie qui est assez simple. C'est la demande. Une chirurgie existe quand il y a la rencontre entre une demande et une technique. Vous racontez, vous parlez de Yves-Gérard Ilouz dans votre livre. C'est l'inventeur de la lipoaspiration, qui est l'intervention la plus pratiquée aujourd'hui dans le monde. Il avait 35 ans à l'époque, il nous a quittés en 2015, Yves-Gérard Ilouz. En France, il a été voué aux gémonies, vous racontez, par ses pairs au moment où il invente ça. Il a fallu qu'il aille aux États-Unis pour trouver enfin la reconnaissance. C'est-à-dire que c'était un personnage extrêmement particulier. Moi, je l'ai connu un peu. C'était un type haut en couleur, totalement fantasque, qui n'hésitait devant rien, qui se baladait. Moi, je vois des photos de lui. On dirait un producteur de films porno des années 70. Il a une veste de costume blanche, un énorme nœud papillon, etc. Et il aime ça. Et le type était très inventif. Donc, il avait un peu noyer la communauté scientifique française de plusieurs inventions successives. Et quand il arrive avec la liposuction, je pense que personne ne le regarde. Il n'a pas la carte de l'établissement de l'époque, il n'a pas l'air sérieux, etc. Et personne n'écoute. Et les Américains qui ne font absolument pas la différence entre 2-3 Français différents, eux par contre voient immédiatement que c'est une mine d'or. Et ça va être une mine d'or. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très drôle parce qu'ils lui font améliorer son invention parce que lui, il y avait 2 bocaux. Oui. Et il racontait ce qu'il a dit quand on lui a demandé pourquoi 2 bocaux, un seul suffirait. D'abord, il parlait anglais très 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 bien, mais avec un accent absolument invraisemblable. Et il est en congrès avec 5000 Américains devant lui qui sont plutôt protestants dans l'âme, etc. Et on lui dit pourquoi 2 bocaux ? Et effectivement, les 2 bocaux ne servent à rien. En fait, on n'en utilise qu'un. Et qui dit « Because one is for the fat, the other for the money ». Là, c'était pour la Grèce. Ça fait beaucoup rire les Américains, ça a pas fait rire les Français. Oui, les Français, ça les aurait pas fait marrer. Vous avez la chirurgie esthétique gaie et insolente, Isabelle Sarfati. C'est vous qui avez employé ce terme d'ailleurs. D'autres l'ont triste. Vous citez le cas de votre mère d'ailleurs. Vous la balancez dans le livre. La chirurgie esthétique triste. Il y a beaucoup de gens qui ont la chirurgie esthétique triste. La chirurgie esthétique, ça peut être vécu comme une défaite. Par exemple, je suis vieille et en plus j'assume pas. Et j'ai les rides et les stigmates d'un lifting. Ou
j'ai les seins qui tombent, c'est quasiment hygiénique, quoi. Il faut que je les fasse remonter parce que ça insulte tellement le regard que, par respect pour moi-même et pour mon entourage, il va falloir que je les fasse remonter. C'est pas des patientes qui sont très drôles à opérer parce que tout est une défaite. Et puis c'est comme pour l'alcool, j'imagine. Des gens qui ont le vin triste et des gens qui ont le vin gai. Et c'est sûr qu'il est beaucoup plus agréable d'opérer des gens qui prennent ça pour une victoire que d'autres qui entérinent une défaite. Histoire plastique, c'est le titre du livre d'Isabelle Sarfati qui est paru chez Stock. Et je rappelle que Jam, le film de Tony Gatliff avec Daphné Patakia, est maintenant en DVD, que l'album de Mélanie de Biasio, Lilies, est sorti et qu'elle sera en concert le 4 juin à Paris au théâtre de l'Odéon, et que la meilleure façon de marcher est celle du flamant rose. C'est le titre du livre de Diane Ducré qui est sorti chez Flammarion. On se retrouve demain. Dans un instant, c'est Shuffle avec Émilie Mazoyer.